Oui, donc la parole est à la salle. Je ne sais pas qui se propose de peut-être de... Ou alors je peux peut-être me déplacer moi-même. Non pour les micros. Je profite parmi d'autres des rencontres avec Bruce Willis pour dire à quel point la rencontre de son concept d'ambiance et la phénopsie sont intéressantes. Cela concerne évidemment l'idée d'ambiance, par exemple, dans une expertise criminologique, on doit décrire des dissonances de l'ambiance. On le fait sur deux modes. Sur le mode d'abord, sur le mode de l'étrangeté, des vécus d'étrangeté, des vécus qui sont déjà pré-paranoïdes, vécus d'étrangeté, des vécus de surcoïncidence. C'est incroyable que ceci, ça arrive alors que je l'ai déjà vu ailleurs et tout ça. Et puis, en même temps, euh, sur un autre plan qui est celui de la temporalité, où les gens ne sont pas dans un accord temporel, passé, présent, futur. Il y a des surrections euh, vers le futur. Ils ne sont pas inscrits dans un présent qui est strictement temporel. Et je voulais dire aussi, c'est toujours intéressant, le concept, je ne sais pas si vous l'avez inscrit dans l'ouvrage sur l'ambiance, sur la normopathie, hein, l'hypersyntonie d'Alfred Krauss, des élèves de Tellenbach, qui sont des gens qui ne sont jamais, qui sont en une syntonie absolument complète et totale, et qui n'ont jamais, il n'y a pas de, je dirais, d'épine critique de eux envers l'espace commun. On retrouve là le typus melancholicus de Tellenbach, qui est une personne sursyntone, qui est en quelque sorte suradaptée, mais c'est une espèce de passivité, une congruence trop extrême avec tout ce qui peut être pensé, et là, dans lequel il y a quelque chose de cosmologique à un moment qui vient à se briser et qui va donner l'effondrement mélancolique parce que justement cet accord avec le monde n'est plus tenable. Donc c'est extrêmement intéressant et très important et intéressant de pouvoir décrire à l'aide de ce concept d'ambiance qui est vraiment très très proche de la phénoxie, ce que je voulais dire, parce que Mm. j'ai eu l'occasion de temps en temps de vous écouter. Oui, oui. Mais vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, si on regarde l'histoire de ce concept ou l'histoire du concept d'atmosphère, alors Ouais, pas au sens, je dirais, cosmique, hein, mais au sens, je dirais, comme synonyme d'ambiance. Avant même l'esthétique ou les théories urbanistiques ou sociologiques qui utilisent beaucoup le registre de l'atmosphérologie, c'est dans la psychiatrie qu'il naît. Puisque dès les années 20, puis Binswanger et autres, c'est les premiers qui, avant tout le monde, utilisent ce registre atmosphérique ou ambientiel pour décrire notre être au monde. Et bien évidemment, basé sur des descriptions cliniques, sur une symptomatologie. Ce que je voulais simplement dire, c'est que il me semble que Minkowski, lui, ce qui l'intéresse dans l'ambiance, c'est l'ambiance fondamentale. C'est-à-dire l'ambiance comme ambiance de fond, comme accord avec un fond, et cet accord étant au fond la base du sentiment de réalité. Alors que moi, mon travail porte plutôt sur un rapport entre les ambiances et les situations. Je répugne un peu à aller au fond jusqu'à la dimension fondamentale, même si elle joue un rôle fondamental. Pour moi, les ambiances sont toujours liées à des ici et maintenant, à des situations spatio-temporelles très différentes. Hein. Et je ne nie pas qu'il puisse y avoir une ambiance cosmologique, vous voyez, au sens une ambiance de fusion avec un tout, de l'être, du devenir, du flux, etc. Mais alors là, on fait jouer à ce concept au fond un autre rôle. Mais je remarque que c'est le rôle que Minkowski lui fait jouer en tout cas. C'est sûr. À la différence de Binswanger et d'autres où il y aurait des descriptions d'ambiance sans doute plus particularisées. Hein. Donc c'est là où voilà, et le symptôme je dirais, littéraire de cela, c'est que il n'y a pas, le terme n'existe jamais au pluriel dans les textes de Minkowski. C'est toujours l'ambiance. Hein. L'ambiance comme expérience terrain, et pas les ambiances. Et cette ambiance est toujours, au fond, celle de l'immersion, hein, de l'intégration, du point d'insertion, etc.
en dépit du fait que, bien évidemment, il y a chez lui des descriptions très fines, hein, de cas dans la schizophrénie, dans son livre La schizophrénie et dans d'autres livres de situations, etc. Ça ne veut pas dire que les situations ne sont pas présentes. Mais quand il décrit les situations, il n'utilise pas ce terme qui est toujours porté chez lui et par lui avec une signification fondamentale. Hein. Et ce fondement, c'est le contact vital avec la réalité. C'est là où l'ambiance fond est requise par Minkowski. Merci infiniment pour ces interventions passionnantes. Je voulais revenir sur la question de la métaphore et de la poétique. C'est vrai que il y a eu comme ça d'occurrence chez les psychiatres de l'importance de la poésie dans la clinique, la phénoménologie, la philosophie, la métaphysique. Et cette extravagance, et là je fais le lien peut-être à tout ce qui s'est dit ce matin sur Minkowski, l'homme, toute son œuvre et tous ses engagements avec François Minkowska, c'était vraiment extrêmement, extrêmement émouvant. Et j'ai en souvenir cette proposition de Ricoeur qui dit que la métaphore est effectivement la rencontre de deux registres totalement hétérogènes. Un premier brin comme ça qui avance de façon qui ronronne, quoi, c'est notre prose quotidienne, etc. Les choses, voilà, on parle avec les mots habituels. Et puis il dit que tout à coup il y a une collusion avec un registre totalement étranger, qui lui est étranger, et qui vient comme ça créer il dit qu'il y a carambolage, et entre le carambolage de ces deux brins, il se crée un écart. Et en effet, ce que vous évoquez l'un d'autre, c'est Minkowski aussi penseur de l'écart, hein, quelque chose qui se tient peut-être en réserve et qui tantôt nous excède. Et dans cet écart survient quelque chose qui ne devrait pas survenir, c'est-à-dire que la rencontre de l'habituel et de l'étranger, on voit bien, il y a un truc incompatible, d'ailleurs, on le voit, il y a qu'à voir tout ce qui se passe sur la question de l'accueil de l'étranger, c'est-à-dire qu'on n'en veut pas. Le premier brin n'en veut pas. C'est comme ça, il n'en veut pas. Et pourtant, et néanmoins, comme dirait le grand Jacotet, et néanmoins, un sens est possible dans la métaphore. Voilà pourquoi la riposte peut être poétique les enfants pas, et pourquoi Minkowski est si peu urgent, à mon sens, aujourd'hui. Et effectivement, quand on dit un lac aux paupières végétales, il y a une incompatibilité totale, et pourtant on ferme les yeux et il y a un paysage qui survient. Donc quelque chose est possible, et donc ma question serait celle-ci. Qu'est-ce qui fait que ce soit possible? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement un paysage soit possible? Qu'est-ce qui fait que du sens surgit malgré tout? Malgré cette impossibilité, qu'est-ce que cette extravagance et que cette nouveauté dans le monde? Voilà, c'est une vaste question, j'imagine, mais en tout cas, elle me tenait à cœur. Merci. Tiens, ouais, vous ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Je ne peux que... Ça va? Je ne peux que souscrire à ce que vous dites, et puis nous partageons la même admiration pour Jacotet. Qu'est-ce qui fait que c'est possible? C'est ce que Merleau-Ponty appelle rayon de monde ou dimension ou charnière, c'est-à-dire que le découpage de la réalité tel que nous le percevons comme évident est en fait un découpage dérivé, abstrait, etc., vis-à-vis de lignes de fond plus fondamentales. Alors je fais un exemple que je prends toujours qui est très frappant, dont je viens de découvrir qu'il vient du début de Proté de Claudel, et qui vient de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty cite Claudel, donc dans Proté, qui dit, en fait c'est une pièce de théâtre, il y a un bleu de la mer qui est si bleu qu'il n'y a que le sang qui soit plus rouge. Alors c'est très beau, et parce que ça montre quoi? Ça montre que par-delà le partage qui semble ultime entre ces couleurs que sont le bleu et le rouge, eh bien il y a une dimension, un rayon du monde, qui fait d'ailleurs qu'on pourrait métaphoriser le bleu par le rouge, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, une dimension plus profonde, qui fait que finalement le bleu de la mer, il est plus proche du rouge du sang qu'il ne l'est du bleu du ciel. Ce qui veut donc dire que, par-delà le découpage sensible qui apparaît comme ultime, il y a des lignes métaphoriques, des axes métaphoriques, ce que Ricoeur appelle un être métaphorique, et qui rend possible tout ce que vous êtes en train d'évoquer. C'est-à-dire qu'au fond, la métaphore, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transcende le découpage perceptif, qui alors, il faudrait penser les raisons de ça. Est-ce que c'est pour des raisons pragmatiques, comme chez Bergson, que ce découpage a lieu? Est-ce que, bon, c'est une autre question, mais ou est-ce que c'est le langage? Mais ce qui est certain, c'est que ce découpage perceptif qui est vécu comme ultime n'est pas ultime, d'aucune façon. Et la preuve, c'est qu'il y a un bleu de la mer qui est si bleu qu'il n'y a que le sang qui soit plus rouge. C'est-à-dire que le bleu de la mer, il est sur le même axe que le rouge du sang.
Et donc, voilà. Alors maintenant, moi, ce que je voulais dire à propos de Minkowski, que j'ai pas eu l'occasion de dire, bien entendu, c'est que la poésie occupe une place fondamentale chez lui, parce que quand je parlais de l'intérieur et l'extériorité, l'extériorisation, tout extérieur envoie une extériorisation. Le monde, il est caractérisé par une extériorité des parties. Ça veut dire qu'il y a un intérieur qui s'y exprime. Eh bien, la prose et le langage philosophique, lui, il n'a affaire qu'à l'extérioriser, c'est-à-dire aux parties, donc par exemple aux qualités sensibles. La poésie, elle remonte vers l'intérieur du monde et vers ce qu'il appelle cosmos. Et donc c'est important parce que par rapport à Bergson, dont parlait Bruce à juste titre, là il y a un écart énorme de Minkowski par rapport à Bergson. Parce que pour Bergson, comme vous le savez, le langage est toujours du côté de l'intelligence. C'est-à-dire que le langage, il divise. Et donc qu'est-ce que fait l'écrivain pour Bergson? C'est exactement comme le mosaïste. Il cherche à reconstituer par partie quelque chose qui vient d'un seul mouvement, en quelque sorte. De même que le tableau est fait d'un geste, le mosaïste va le reconstituer, ou le faussaire va le reconstituer par partie. Et il dit, la littérature, c'est pareil. Chez Minkowski, non. Donc chez Bergson, la coupure passe entre quelque chose qui serait de l'ordre d'une sympathie originaire, d'un instinct, bref, de l'intuition, et puis d'autre part, le langage. Alors que chez Minkowski, la coupure passe au sein du langage. Entre d'une part un langage poétique, qui lui nous initie au cosmos, c'est-à-dire à l'intériorité du monde, et un langage non poétique, qui est aussi le langage de la philosophie, qui s'arrête en quelque sorte au découpage du réel que je viens d'évoquer. Ça veut dire que, comme je l'ai défendu d'ailleurs dans Métaphysique du sentiment, c'est-à-dire qu'au fond, la philosophie, en toute rigueur, doit puiser à la source de la poésie, de ce que Dufresne appelait le poétique, c'est-à-dire la portée en quelque sorte ontologique de la poésie est très supérieure, évidemment, à la portée ontologique de la philosophie. C'est pour ça que vous, comme moi, on trouve dans Jacotet quelque chose qui, d'une certaine façon, est plus profond et plus inspirant que beaucoup de philosophie, bien sûr. Et Jacotet le thématise dans La Semaison, d'ailleurs, ce qui est très beau chez Jacotet, on ne va pas parler de Jacotet maintenant, mais il faudrait faire un colloque sur Jacotet, mais dans les 3 tomes de La Semaison, c'est qu'il y a une réflexion métapoétique, qui est poétique, évidemment, de facture, mais qui est très profondément métaphysique quant à son objet. Et justement, Jacotet, il touche tout ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai répondu, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un écho à votre observation. Pardon, excusez-moi. Je veux bien dire quelque chose pour rebondir à propos de ce que Bruce Bégout a dit au sujet de la symphonie et du fait de vibrer à l'unisson avec l'ambiance. Et donc, qu'est-ce qui se passe si l'ambiance est négative et si on ne peut plus se mettre au diapason avec elle. Et il me semble qu'il y a un petit chapitre dans De la cosmologie où il en parle, c'est celui qui s'appelle L'appel, constituer un monde avec. Parce que là, justement, il y a une expérience est décrite, l'expérience d'une sorte de faille où on passe d'une ambiance à une autre. Et entre l'ambiance du livre qui est lu dans le métro, le moment où on se lève et le moment où on part dans une autre direction, il semble que l'ambiance est perdue, le contact avec l'ambiance est perdu, et qu'à ce moment-là, c'est la... Enfin, alors, il dit pas ça en termes de détresse, mais il y a vraiment quelque chose, il dit c'est un affect dont on ne peut même pas parler, tellement ce serait l'effroi. C'est-à-dire que si on ne pouvait pas appeler le monde et qu'il ne pouvait pas rappliquer aussi vite qu'on en a besoin, on tomberait vraiment comme le schizophrène dans une faille et une perte de contact. Alors c'est vrai que ce n'est pas exactement le contact avec une ambiance négative, mais c'est en tout cas tous ces moments où le contact est mu en perte de contact. Et ça, c'est permanent. Oui, je me rappelle très bien du passage, mais le fait est qu'il n'emploie pas le terme d'ambiance pour décrire ce passage. Parce que l'ambiance, pour lui, est réservée justement à l'unisson positif. Mais prenons une expérience négative de ce type-là. Bien évidemment, je vibre à l'unisson de la situation inquiétante, et en même temps, je cherche à m'en détacher. Et c'est pourquoi, pour moi,
presque les ambiances négatives sont plus intéressantes que les ambiances d'accord et d'harmonie, parce que dans les ambiances négatives se met au jour une dialectique interne à l'expérience ambientielle qui est à la fois celle de l'appartenance nécessaire à la situation, je ne peux pas m'en détacher, et en même temps des essais de détachement de vis-à-vis de cette situation, essais qui peuvent aller, je dirais, somatiques ou psychiques ou autres. Le premier essai, bien évidemment, c'est le recul, hein, c'est le mouvement, hein, parce qu'on parlait du mouvement, hein. Le premier mouvement, c'est la répulsion, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces expériences négatives, il y a à la fois l'immersion dans et la volonté de retrait qui, me semble-t-il, enfin je l'évoquais un peu dans le concept d'ambiance, je suis en train de travailler la question, est sans doute l'une des raisons de la naissance de l'individualité. J'aurais une autre hypothèse que celle de Renaud. Renaud, dans ses travaux, fait appel à un accident ontologique, hein, la vie se séparant d'elle-même. Moi, si je me place du point de vue anthropologique, il me semble que le processus d'individuation va plutôt venir de ce détachement de l'individu, parce que l'unisson est négatif. Donc, il doit inventer des stratégies pour se protéger, pour se défendre vis-à-vis de cet empiètement horrible de la négativité en lui. De sorte que, alors que l'ambiance positive, au fond, est beaucoup moins intéressante et à décrire, à vivre certainement pas, mais en tout cas à décrire du point de vue philosophique, parce que là, il y a syntonie, accord, etc. Alors que dans l'ambiance négative, il y a aussi syntonie. Mais c'est une syntonie négative. C'est si vous allez au travail et que vous avez un supérieur absolument qui vous harcèle, etc. Et tout le bureau, les objets, etc. sont pris dans cette atmosphère-là. Vous pouvez pas vous en détacher. Enfin, vous êtes à l'unisson aussi de cela. Et là, ça crée, me semble-t-il, les conditions de la naissance de l'ego. C'est-à-dire d'un passage, au fond, d'une résistance à l'ambiance, hein, qui est vaine, parce qu'on ne peut pas totalement y résister, y échapper, mais en même temps qui crée les conditions d'un retrait, alors d'une intériorité. Là, c'est là où je mettrais l'intériorité. Je ne la mettrais pas au début. Je m'adresse aux philosophes que je connais très peu et je demanderais de me mettre à jour. J'ai peu entendu les mots de choix, liberté, responsabilité. Or, quand j'ai commencé la psychiatrie, je n'ai rien lu. Je n'ai écouté que des malades. Et puis, il fallait quand même que je lise un peu. Et je n'ai rien lu du tout. Et j'ai seulement commencé par Jean-Paul Sartre, avec esquisse d'une théorie des émotions qui m'a beaucoup aidé. Et à partir de Jean-Paul Sartre, j'ai un petit peu commencé à connaître Isvanger. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des correspondances entre Minkowski, Isvanger, Husserl, Sartre, et puis ensuite une autre expérience avec Lung et l'antipsychiatrie? Vous avez peut-être des choses. Alors, écoutez, il y a une correspondance Minkowski-Binswanger, Oui. déjà. C'est pas seulement des correspondances, c'est une correspondance. Donc voilà pour Minkowski-Binswanger. Donc là, il y a un axe commun, il y a des travaux à faire d'ailleurs sur le rapport entre Minkowski et Binswanger. Maintenant, Sartre, c'est une toute autre perspective. Donc Sartre, je le situerai à côté. Quant à Husserl, il est présent en arrière-fond de Minkowski et de Binswanger. Minkowski connaissait Husserl. Alors jusqu'à quel point, je ne sais pas, jusqu'à quel degré, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est allé à l'école de la phénoménologie. Voilà. Quant à l'antipsychiatrie, Lang, Esterson et compagnie, même chose. Je crois que c'est un autre, si vous voulez faire des cartographies, en quelque sorte, des géographies, je pense qu'il faut séparer les choses. Même s'il y a des camps, je pense à Horry, que j'ai un petit peu connu, Horry connaissait parfaitement tout ça. De Minkowski, Binswanger jusqu'à Maldini. La dernière fois que j'ai vu Jean Horry, donc un peu de temps avant sa mort, c'était lors d'un colloque sur Maldini à la rue d'Ulm, et il était extrêmement présent, il connaissait parfaitement l'œuvre de Maldini, qui lui-même
a introduit quand même en France, en tout cas a contribué à l'introduction en France de ces penseurs. C'est quand même et également de Zondy, Jascotte, de cette école-là, l'école zondienne, à travers Jascotte notamment, qui est mort il n'y a pas très longtemps non plus. Donc on doit ça à Maldini quand même. C'est un nom qui n'a pas été prononcé, mais j'en profite pour le prononcer. Voilà. Donc, je vous ai pas répondu, mais disons que j'insiste plutôt sur les proximités, Minkowski, Binswanger, et puis les séparations, les distances. C'est-à-dire la théorie sartrienne des émotions n'a à toute rigueur rien à voir, je crois, hein, n'a rien à voir avec la perspective de Minkowski par exemple. Et d'ailleurs, Sartre, je ne suis même pas sûr qu'il connaissait Minkowski. Merleau-Ponty, si. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que, j'ai eu l'occasion de le dire dans mes séminaires, ce qui est encore plus troublant, c'est que Jan Patočka, le grand philologue tchèque, a été publié récemment ses carnets philosophiques chez Vrin, qui est un très beau livre. Et ce qui est très impressionnant, c'est que dans les 2 premiers carnets, qui sont d'une théorie du monde, on voit l'influence de Minkowski. Patočka lisait tout ce qui se faisait en français à l'époque, ça m'a été confirmé par la traductrice. Il était à Paris au moment où Vers une cosmologie est sorti, qui est sorti à compte d'auteur, à très peu d'exemplaires, et Jan Patočka l'a lu et ça a irrigué sa pensée. Donc il faudrait faire un travail sur la réception de Minkowski et sur l'influence de Minkowski dans la phénologie européenne. C'est extrêmement impressionnant, c'est la loi de 36, c'est-à-dire c'est d'une précocité incroyable. Et il a vu un nombre de choses qu'on retrouve après chez les uns et chez les autres. En tout cas, moi je peux le montrer chez Patočka et Merleau-Ponty sans aucun doute. Donc il ne faudrait pas minimiser l'influence de sa pensée dans le champ phénoménologique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à... Alors, puisque j'ai le micro, j'en profite, non pas pour répondre aux questions, mais pour en poser une. Il y a un absent dans l'affaire, c'est la glycroïdie, je ne sais pas comment on la prononce. Oui. C'est le 3e terme, Oui. glycroïdie. Je sais bien à quoi ça correspond. Hein. Mais alors, c'est très embarrassant parce qu'on est dans la polarité syntonie-schizoïdie et où on la met. Je sais que François Minkowska a joué un rôle dans l'élaboration de ce concept. Alors, où est-ce qu'on la met? Là, c'est la question qui s'adresse plutôt aux psychiatres, au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs ici. Moi, je dirais d'ailleurs que, une partie de la sphère épileptique est un Je sais bien, c'est ce qu'on dit. On dit que... sortie de la psychiatrie parce qu'on la voit moins. Oui, je sais bien que c'est référé à l'épilepsie, oui. C'est un concept qui n'est plus tellement utilisé comme tel, qui est dans la mémoire des idées, donc des choses que parfois on peut retrouver, mais en fait assez rarement. Et en fait aussi, les concepts d'ambiance sont parfois difficiles. Il faut vraiment que les choses soient extrêmement nettes pour qu'on les inscrive dans de la symptomatologie, parce que c'est quand même difficile à définir. Voilà. Oui, mais... Ceci dit, dans certains rapports expertos, on utilise ce genre de description. Oui, non, bien sûr, non, tu ne me réponds pas. Je sais bien ça. Je sais bien qu'indépendamment de l'épilepsie, moi j'ai des collègues, amis, etc., qui parlent parfois de personnalité glycérique gluante, voilà, l'adhésivité. Je vois très bien à quoi ça correspond. Elle ne recouvre pas toutes les formes d'épilepsie. Bien sûr, je sais bien, mais ma question c'est, dans le conflit anthropocosmique et dans la genèse anthropocosmique et psychologique des symptomatiques, où est-ce que tu mets la glycéride? Toi, c'est très facile, Satonie, schizoïdie, parce qu'on peut la fonder dans le conflit. Un peu comme un excès des deux. Alors voilà, c'est ma question. Le glycéroïde, il est au-delà du symptôme. D'accord, il est au-delà du symptôme. Ah oui, il est vraiment dans l'adhésivité, d'accord. Dans l'adhésivité absolue. D'accord. Et en même temps, il est tout à fait schizoïde, puisqu'il est dans l'explosivité, c'est-à-dire qu'il ne sait pas se détacher autrement. D'accord. L'exemple que Minkowski prend, c'est Van Gogh. Mais je crois que c'est Mme Minkowska, oui, qui étudie ça à la suite de Jasper. Mais il me semble que c'est un excès des deux. Merci beaucoup. C'est très éclairant, merci. Oui, j'ai juste un mot sur Sartre. Oui, il me semble que non seulement c'est à côté, mais enfin c'est totalement opposé. C'est-à-dire que l'ontologie sartrienne, alors là, ça penche du côté schizoïdique là chez Sartre. Vous voyez, parce que oui, parce que l'être, enfin, il y a aucune syntonie possible, quoi. C'est inerte. Enfin, vous voyez, donc là, enfin, le fossé conscience-être fait que là, on a une philosophie qui assume une dualité et qui considère que tout l'intérêt est du côté schizoïdique et pas du côté syntonique. Enfin, même dans les textes littéraires. Enfin, je lisais récemment, on a publié une sorte de carnet de voyage de Sartre, etc. Enfin, il voit rien, il voit pas les paysages, il voit pas. Enfin, il n'y a pas d'immersion possible. À Venise, il voit rien. Enfin, en Italie, il voit rien. Enfin, oui, il y a quelque chose qui est. Là, il y a une schizoïdie. Alors, je sais pas si ça va jusqu'à
L'autisme. voilà. Mais c'est vraiment. Alors là, je crois que c'est même pas à côté. C'est vraiment. Bien sûr. C'est l'inverse total, quoi. Il faut préserver le temps de parole des intervenants à venir. L'idéal, c'est qu'on puisse s'arrêter. Et donc, à tout à l'heure. Donc, merci encore. Merci. Merci.